Bonjour à tous et bienvenue au Gré des Vents. Ah, l'enfance, on voit passer plein de choses, diverses et variées, et certains d'entre vous ont peut-être le souvenir des BD de Tintin ou encore des dessins animés du même nom. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder... Non, capitaine, pas maintenant, je voulais dire, on va parler du film de Steven Spielberg, sorti en 2011, Les aventures de Tintin, le secret de la licorne. Pour ce qui est des dessins animés, j'en ai pour ma part un souvenir bien marqué de mon enfance, et plus particulièrement, justement, d'un personnage. Haddock, Archibald Haddock. Un capitaine de la marchande, au style, dirons-nous, assez particulier. Le rat géant de Sumatra. Par ailleurs, en plus de ce personnage qui a, cela dit, grandement participé à me donner envie de devenir marin, d'ailleurs, je suis bien devenu marin, cependant, Dieu merci, j'ai su faire la part des choses et je ne suis pas devenu un incurable ivrogne. Donc, comme je disais, en plus de ce personnage, j'ai également dans mon enfance été appelé à la mer par une BD en particulier. Vous me voyez sûrement venir, et j'ai d'ailleurs beaucoup aimé la coïncidence à l'annonce du film avant sa sortie, il s'agit justement de la BD du même nom. Nul besoin de dire que mon œil a été monopolisé par ce bijou de charpenterie navale aux magnifiques couleurs de la royale, bleu roi, jaune de Naples, rouge d'ocre et ses dorures à la feuille. Rien que sa peinture est déjà une œuvre d'art. Mais alors, que dire du navire ? Un des plus beaux navires ayant vogué sur les sept mers. Vous n'en trouverez pas un autre comme celui-là, mon garçon. Assurément. Regardez-moi cette beauté. Et là où l'expression voudrait en dire qu'il est trop beau pour être vrai, permettez-moi d'en répondre. La licorne, bien que fictive, est un véritable navire. Sous un autre nom. Mais n'allons pas trop vite. Parlons d'abord de notre magnifique licorne. Il s'agit d'un vaisseau de ligne de second rang construit sous le règne de Sa Majesté Louis XIVe du nom, lequel en a choisi pour capitaine le chevalier François de Haddock. Il est doté de 2 ponts armés de 50 canons. Le pont de batterie principal, le plus bas donc, est armé par des pièces de 24 livres. Le pont de batterie supérieur, quant à lui, est armé de pièces de 12 livres, des canons identiques à ceux se trouvant sur l'Hermione. Et pour finir, les gaillards d'avant et d'arrière sont armés de pièces de 6 livres. Vous savez, le fameux... Canon de 6 livres autorisé décollage piste 5. Si l'on veut être pointueux, désolé de casser le mythe, mais à moins d'avoir une catapulte à vapeur, ce n'est physiquement pas possible. Mais c'est l'avantage d'un film d'animation. Si t'as envie d'envoyer le canon sur la lune, rien ne t'en empêche, et c'est ça qui est drôle. Mais là, c'est pas un canon, c'est un avion de chasse. Le fait est que même si ce n'est qu'un canon de 6 livres, en termes de poids, on n'est pas loin de la tonne, entre 800 et 900 kg selon les estimations, et le recul généré par le boulet n'aurait jamais été suffisant pour donner ça, mais justement, c'est le but recherché, car tout ce qui a trait au capitaine Haddock est toujours teinté d'un gag, c'est un peu sa signature pour ainsi dire. Et là, le canon qui décolle comme un Rafale sur le Charles de Gaulle, c'est plutôt drôle par l'absurdité du plan, et c'est aussi ce qui donne un peu de relief à la scène, mettre une petite touche d'humour au milieu du sérieux dramatique des scènes de combat, que j'aime beaucoup d'ailleurs, ça reste une idée de génie. C'est la recette gagnante qu'a d'ailleurs également utilisée Pirates des Caraïbes. Cependant, la licorne n'étant elle-même, si l'on prend un regard pragmatique, qu'un dessin dans une bande dessinée, elle n'a donc pas de fiche technique détaillée à proprement parler. Toutefois, elle s'en trouve très fortement inspirée d'un véritable navire. Terminé en seulement une année, il est construit en 1690 à l'Arsenal du Havre par l'architecte naval Étienne Hubac. La force des architectes de l'époque, c'est qu'il n'y a pas de plan de construction, ce sont des secrets de famille bien gardés, des savoirs et des compétences qui sont transmises en générations. Il faut bien comprendre qu'à l'époque, toute proportion gardée comme toujours, la construction d'un vaisseau de haut bord comme le Brillant était un peu l'équivalent technologique de nos actuels programmes spatiaux. Rajoutez à cela que c'était un programme militaire, donc il ne fallait pas que les technologies soient volées par l'ennemi, mais à l'époque, il n'y avait pas toutes les sécurités qu'on a aujourd'hui dans les arsenaux. Il s'en trouvait toujours un espion ennemi pour venir prendre des notes sur la construction.
Mais alors, me direz-vous, il aurait suffi de contrôler chaque ouvrier entrant et sortant. Eh bien, dites-vous que si un tel navire parvenait à être construit en une année, vous vous doutez bien que la main-d'œuvre employée était tout simplement colossale. À tel point que lorsque je vous dis colossal, il faut bien que vous saisissiez l'ampleur du mot. Car c'est entre 2000 et 5000 ouvriers qui travaillent jour et nuit en se relayant, et de tous les corps de métier. Les charpentiers qui s'occupent de la charpente du navire, les calfats qui bourrent les joints pour l'étanchéité, les perceurs qui font les trous dans la coque pour passer les chevilles, les forgerons qui gèrent tout ce qui doit être forgé, les voiliers qui s'occupent des voiles, les cordiers des cordages, les chevilleurs posent les chevilles de bois, les scieurs débitent à bonne longueur, les brailleurs enduisent de brais la coque, les poulieurs fabriquent des centaines de poulies, et je peux encore en citer toute une myriade. Mais déjà là, je pense que ça vous donne une bonne idée concrète de la fourmilière que ça pouvait être. Cependant, pour construire un tel vaisseau en seulement une année, parfois même moins, il y a même des cas qui feraient état de quelques jours, mais me semble-t-il dans le cadre d'une performance à Toulon en 1679, destinée à impressionner le maréchal de Vauban, face à qui l'on a assemblé un navire en 7 heures seulement. Il s'agissait selon toute vraisemblance du vaisseau l'Éclatant. Pour parvenir à de tels résultats de performance donc, il préfigure à l'époque les prémices d'une pratique qui est devenue standard aujourd'hui, la chaîne de production. Tout n'est pas fait à l'arrache sur le chantier. Rien que pour le bois, une équipe s'occupe d'abattre le bois, une autre de le débiter, une autre de le mettre à sécher, une autre pour l'étuver, et parfois même encore une autre pour le cintrer. Toutes les pièces étaient non seulement fabriquées en avance et en série, grâce à Colbert et aux inspecteurs de la marine. Cela permettait d'avoir toujours des pièces prêtes à l'emploi, pas besoin de faire tout le processus de coupe, de taille et de séchage qui prend pas mal de temps. Cela permettait également, en cas de dégâts majeurs, de pouvoir réparer au port en très peu de temps. Quant au plan économique, cette pratique permettait en outre ce que l'on appelle des économies d'échelle, qui découlent du fait que la production, devenant plus rapide, l'offre dépasse la demande et par ce fait permet de faire chuter les prix d'achat final et de rentabiliser la production. Il y avait même, me semble-t-il, des hangars à mât avec leurs vergues et accastillages parés à être gréés. C'était, pour ainsi dire, le prêt à l'emploi avant l'heure. Pensez donc à notre époque, si l'Hermione avait dématé en mer pour X raisons. Imaginez la catastrophe. Et d'ailleurs, en parlant d'Hermione, et par là même de catastrophe, elle est toujours dans une fâcheuse posture et a toujours besoin d'aide. Je ne sais pas très précisément où ça en est, mais selon les échos que j'ai eus, ils ne sont pas sortis de l'auberge. Mais on aura l'occasion d'en reparler dans une vidéo du format AMV, qui lui sera prochainement dédiée. Le Brillant donc est placé sous le commandement du capitaine Beaujeu et est affecté à la flotte du Ponant basée à Brest, à laquelle incombe la tâche de patrouiller les eaux de la Manche et de l'Atlantique, et ce afin de croiser tout bâtiment ennemi et d'y porter le feu. Le Brillant participera donc à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et il ne tardera pas à présenter les arguments du roi en cette même année de 1690, à la bataille de Bévesiers, où il participera à joyeusement damner le pion à ceux qui pensaient un jour avoir raison du royaume de France. Certes, l'union fait la force, mais dans le cas présent, Anglais et Hollandais forces jointes n'ont pas été en mesure de résister à la royale. Et c'est aussi en cela que j'aime l'esprit du chevalier de Haddock, car il respire ce courage français de l'époque. Peu importe que ses ennemis soient légions, il portera le fer jusqu'en enfer s'il le faut. Pardi, comme dirait le capitaine Gabaret, suce à l'ennemi, sabre au clair. Ouais, je m'emporte un peu. Le Brillant participe également à une autre bataille parmi les plus notables de son histoire, qui eut lieu 2 ans plus tard. La très connue bataille de la Hougue. Et dire qu'il a combattu à 2 pas de chez moi, c'est complètement dingue. Et là où le Soleil Royal, l'un des plus beaux navires qu'il soit, et de mon avis le plus beau de tous, s'en est retrouvé incendié, quel gâchis. Le Brillant, quant à lui, parvint à rentrer à Brest sans encombre. D'ailleurs, j'y pense, mais j'ai un très bel ouvrage à vous conseiller, une bande dessinée de cette bataille, réalisée par le peintre officiel de la marine, Jean-Yves Delite.
aux éditions Glénat et avec le soutien du Musée national de la marine. Il vous sera utile cependant de savoir, en cas d'achat du livre, le pistolet modèle 1763 et le sabre briquet AN9 ne sont pas fournis avec. Vous ne saurez pas sans vous douter que je ne compte pas vraiment m'en séparer. Par ailleurs, je tiens à souligner qu'il ne s'agit en rien d'un placement de produit, mais il fait partie, à mes yeux, d'un des bijoux de ma collection dans la catégorie bande dessinée, donc je tenais à en parler. Mais bon, là je divague, c'est des rates, revenons-en à nos capes de mouton. Le brillant, donc, vous l'aurez compris, est la licorne de Hergé. Et je m'en souviens à l'époque, quand j'étais en train de lire la BD, et que je suis tombé sur la page de la bataille navale, j'ai été captivé par cet univers. C'est dingue de se dire que, potentiellement, sans un Haddock, cette chaîne n'existerait probablement pas. Et on pourrait dire que cette vidéo se voudrait alors être un hommage rendu. Et en parlant d'hommage rendu, moi qui en avais un si bon souvenir de la BD, une si grande estime de la licorne, quand j'ai vu le film à sa sortie en salle, j'étais à la fois inquiet mais impatient de savoir comment Spielberg avait interprété ce passage de la BD. Avant de voir le film, j'avais peur que ça ne soit pas à la hauteur. Mais une fois arrivé à cette scène, elle lui rendait hommage, et Seigneur Dieu, c'est peu dire. Jamais ne fuis. C'est les portes du roi sur cette traîne potence. Virez-leur pour là, c'est les grammes. De commandant. Autant vous dire qu'en sortant de là, j'étais remonté à bloc, impressionné sur le cul, disons les termes. Et Dieu seul sait quel diable de qualificatif j'ai pu employer sur l'heure. Mais une chose est sûre, Spielberg m'a cloué le bec. Aussitôt fait, il était devenu clair que dans mon cœur, la licorne de Spielberg fut intronisée aux côtés de celle d'Hergé, toute proportion gardée comme à l'accoutumée. Mais qu'est-ce que... Aux armes! Halte là! On ne passe pas! Brassez à contre! Enfin, rembobiner, je veux dire. Mais, par Saint-Louis, que dis-je? Par les flammes de l'enfer! Enfer et damnation, mais que diable font ces perfides Anglois à bord du bâtiment? À moins que ma vue me trompe, mais ce sont bien là des uniformes anglois, que diable! Steven, par tous les saints, je faisais telle louange il n'y a même pas 5 minutes, et là, tu me portes les stocks sur mon pont? Pardi! J'entends bien que dans la BD, l'absence d'uniforme rendait la différenciation difficile pour un film d'animation. Mais par pitié, pourquoi diable ne pas avoir choisi le blanc des compagnies franches de la marine? Mais par le roi, mettre des uniformes anglais sur un fier vaisseau de la Royale, si tu avais été français, j'aurais sans réserve prononcé la haute trahison. Mais c'est tout au moins de la plaute insulte à mon patriotisme, mais tout autant, si ce n'est encore plus, une insulte à la rigueur historique de feu Hergé. Un crime de lèse-majesté s'il en est. Enfin soit, sortons de ce personnage un peu trop extravagant. Tout ça pour dire qu'il s'est sacrément loupé dans le choix des uniformes. Surtout que, comme vous l'avez sûrement compris dans mon petit jeu de rôle juste avant, à l'époque, l'anglais est l'ennemi ultime du français. Vous comprenez dès lors que ça fasse grincer des dents. On va aller hisser le pavillon français sur leur victory, on va voir si ça les fait marrer. Allez, trêve de bêtises, revenons-en à notre sujet. On peut dès lors en profiter pour se pencher sur la bataille en elle-même. Alors comme nous l'avons vu, c'est une scène qui allie sérieux et des plans totalement absurdes, comme par exemple celui-ci. Bon, ici, ai-je vraiment besoin de commenter ça? Je veux dire... Bon, allez, mais juste pour le sport. Hein. Donc, c'est physiquement impossible comme vous l'aurez compris. Le mât aurait pété bien avant de soulever le navire, ou une autre pièce aurait tout simplement fait fusible, mais quoi qu'il arrive, ce qu'on voit là est physiquement irréalisable d'aucune façon possible. Cependant, car oui, avec moi il y a toujours des cependant, cette scène pourrait être inspirée d'une chose qui, elle, est bien réelle, car elle me rappelle étrangement quelque chose, et je me demande si ce ne serait pas là un clin d'œil à une attraction de Disney. Je me souviens plus très exactement, mais j'ai un vague souvenir d'un bateau pirate qui se balance. Soit. Et d'ailleurs, j'y repense, un peu tard je vous l'accorde, mais bon, mieux vaut tard que jamais.
Je sais que c'est une chaîne purement axée sur la voile traditionnelle, cependant, je pense que certaines anecdotes sont sympathiques à savoir à propos du film. Le chevalier de Haddock n'a pas reçu du roi que son fier vaisseau. Pour avoir loyalement et longuement servi pour le roi, et en vue de pouvoir pleinement profiter de sa retraite en qualité de capitaine de vaisseau de la Royale, il lui fut offert, un cadeau de remerciement parmi les plus en vogue à l'époque, un domaine, mais pas n'importe lequel. Le cœur de l'intrigue, n'est-ce pas ? Enfin, pas dans le récit à proprement parler, mais dans la finalité. Finalité qui d'ailleurs n'en est possiblement pas une, mais nous verrons cela plus après. Afin de comprendre pourquoi un tel cadeau, il faut remonter dans le temps. Le chevalier François de Haddock n'était pas n'importe quel capitaine, c'était un officier de la Bleue dans la Royale dès le plus jeune âge, très certainement formé dans l'une des écoles de Colbert à l'époque. Qu'on lui confie le commandement d'un vaisseau de ligne de second rang était un signe de confiance du roi, et par ailleurs, on est en pleine guerre de la Ligue d'Augsbourg. Le chevalier n'est pas juste un pion, il fait partie active de ceux qui sauvent l'honneur du royaume à l'autre bout du monde. Envoyé pour protéger les routes commerciales comme chasseurs de pirates, et à l'époque, les pirates faisaient le pied de nez au monde entier, allant même jusqu'à être catégorisés comme ennemis de l'humanité. Carrément. Dès lors, les chasseurs de pirates étaient vus comme de véritables sauveurs, que ce soit pour le commerce ou du point de vue de l'époque, pour le salut du monde civilisé. Il fut ainsi récompensé pour ses années de bons et loyaux services du château de Moulinsart. Nombre de suppositions ont été faites quant à l'existence du château. Et il existe bel et bien. Et le voici, plus vrai que nature. Cependant, un rêve ne vient jamais sans un retour brutal à la réalité. Le château de Moulinsart est en réalité le château de Cheverny, situé dans le Loir-et-Cher, un joyau de l'architecture classique française qui, s'il n'a jamais abrité de trésors de pirates dans ses caves, conserve aujourd'hui l'une des plus belles expositions permanentes dédiées à l'œuvre d'Hergé. La boucle est bouclée. Attendez un instant. La boucle n'est peut-être pas si bouclée que cela. Vous souvenez-vous, dans l'épisode sur Master and Commander, lorsque je vous disais que la fin était la signature scénaristique d'une suite ? Qu'en dire alors de celle-ci ? C'est quand même bizarre, on pourrait croire après ce qu'il a fallu faire pour l'avoir qu'il y en aurait plus. Plus de quoi ? De trésors de Rackham rouge. Enfin, si on vous écoute, il a pillé la moitié de l'Amérique du Sud. Voilà, je croyais... Bon, n'en parlons plus, on a bien assez comme ça. Tout est bien qui finit bien. Ce n'est pas fini. Le chevalier de Haddock a laissé un autre indice à l'intérieur du globe. Qui mène à quoi ? 400 livres d'or. Money talk. Here comes the money. Qui gisent au fond de l'océan. Comment est votre soif d'aventure, capitaine ? Insatiable. Tintin. Si ça ce n'est pas cette même signature, je suis roi de Prusse. Alors Steven, pareil à te faire pardonner pour ton affront ? Allez, on remet les mains dedans. Les aventures de Tintin, le trésor de Rackham le Rouge, c'est parti, allez. Ah, je suis un peu taquin, mais en même temps, il avait qu'à pas mettre des uniformes anglais aux marins français. Hein ? Enfin. Cela dit, j'ai bien une chose qui me revient en tête, et bien que cela n'a rien à voir avec la voile ou l'histoire, j'ai trouvé ce message suffisamment pertinent pour en parler. Car on ne l'entend que trop peu, et je trouve que ce message est assez juste. Quand, dans ma vie, je me suis retrouvé face à des murs que je pensais insurmontables sur l'instant, toujours ces mots du capitaine me revenaient. Il y a assez de gens comme ça pour dire que vous avez échoué. Vous traitez d'abruti, de bon à rien, de poivron invétéré. Mais vous n'avez pas le droit de dire ça de vous-même. Vous envoyez là un mauvais signal. C'est ce que les gens vont s'empresser de penser. Est-ce que vous comprenez ça ? Quelque chose vous tient à cœur, vous vous battez pour ça. Vous rencontrez un mur, vous passez au travers. Il y a quelque chose que vous devez savoir à propos des échecs, Tintin. Vous ne devez jamais les laisser vous abattre. Cela me semble une bonne note sur laquelle conclure. Qu'en pensez-vous ? Si votre vie essuie un sale grain, ne rentrez pas au port pour autant. Carguez tout, jetez l'ancre en laissant de la longueur et attendez que ça passe. Vous finirez par rallier votre destination, même si ça vous prend du temps. Alors, de tout ce que je peux vous souhaiter, puissent les vents vous être favorables.